Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Ainsi parlait Zarathustra, écrit par Friedrich Nietzsche. C'est notre quatrième épisode sur cette série, sur ce roman. Les épisodes 1, 2, 3 et les épisodes à venir sont bien entendu disponibles dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube et s'appelle Et si on lisait Ainsi par les Zarathustra, tout simplement. Et comme d'habitude, encore une fois, si vous me regardez en rediff sur YouTube, vous verrez dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes qui vous permettront de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement où bon vous semble. Au programme de ce soir, c'est simple, on continue la deuxième partie et ça sera la suite et fin puisque je vais vous lire 3 fois 11 pages qui nous mèneront à la fin de la deuxième partie. Nous lirons donc le début de la troisième partie, vous l'aurez compris, ce vendredi, puisque à partir de cette semaine, normalement, on va pouvoir revenir à un rythme un peu plus classique, un peu plus régulier, un peu plus normal sur ma chaîne. Donc voilà, dites-vous que je vais essayer de faire ça bien et que on repart a priori sur les basiques de mardi et vendredi 21h, live de lecture. Il y aura même un petit peu de bonus déjà prévu cette semaine. C'est prévu qu'il y en ait encore plus, je ne sais pas, on verra, mais en tout cas, une chose est déjà prévue cette semaine, c'est un live de gaming. Ça aura lieu demain pour ceux que ça intéresse. Donc mercredi, et ça aura lieu à partir de 14h. Je ne sais pas jusqu'à quand, ça va dépendre un petit peu de comment ça se passe aussi, je pense. Mais voilà, maintenant que j'ai mon nouveau setup, mon nouvel ordi, et que j'ai les moyens de faire comme à l'époque des lives d'un petit peu tout, eh bien j'ai envie de refaire des lives d'un petit peu tout. J'ai regardé ça tout à l'heure, ça m'a halluciné. J'ai pas fait de live de gaming depuis février, je crois. Et c'est purement et simplement parce que mon ordi le supporte pas et qu'en fait je le supportais plus non plus. C'est-à-dire que j'étais en mode, à chaque fois que je voulais faire un live de gaming, il y avait des plantades, fallait que je fasse des tests par milliers. Au final, quand j'arrivais en live, ça déconnait parce que ça surchauffait et ainsi de suite. Donc au final, je me suis interdit depuis février à faire des lives de gaming et je suis content de pouvoir revenir. Vu que ça sera le premier, il risque d'y avoir certainement des bugs, il risque sûrement d'y avoir des phases de test, de réglage. Mais bon, je suis quand même très 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 impatient et très heureux de me retourner vers ça. Il vient d'y avoir la sortie de la saison 8 de Sea of Thieves, un jeu que j'adore particulièrement et sur lequel je vous ai fait plein de lives. La saison 8 est sortie aujourd'hui. Je vais pas vous faire une présentation de la saison et du contenu qui sort comme je le faisais à l'époque. Là, j'ai vraiment juste envie de me lancer chill et puis déjà voir si les réglages fonctionnent ou si je vais devoir y bosser. Et puis voilà, reprendre des bonnes sensations de gaming simple et basique. Donc voilà, demain à 14h, je pense qu'on partira sur du Sea of Thieves, il y a de grandes chances. Et puis pourquoi pas tester plusieurs choses, parce que après tout, ce serait l'occasion de voir si tout fonctionne. Donc pourquoi pas aussi partir peut-être sur Marvel Snap, je pensais. C'est un jeu sur lequel je passe 15 à 30 minutes ces jours-ci, par jour j'entends. Donc voilà, pourquoi pas faire un peu de Marvel Snap. Pourquoi pas essayer de lancer encore un autre jeu, peut-être un peu plus gourmand ou un petit peu différent, comme ça on aura différents, comment dire, différents setups, différentes configurations à tester. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est en option, c'est en suspens, je ne sais pas. En tout cas, demain, live gaming, 14h, ça c'est sûr. Bonsoir à ceux qui me rejoignent en live ce soir. Bonsoir Alberto, bonsoir Lulu, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos messages, encore une fois, ça fait plaisir de voir déjà que vous êtes là. Et puis ça fait plaisir de voir que vous êtes super sympa dans les messages que vous laissez. Donc merci, merci, merci. J'ai écouté la dernière partie en rediffusion sur YouTube, sincèrement ce n'est pas le style de lecture le plus accrocheur, il manque un fil conducteur, ça touche trop de sujets, ce n'est pas une histoire avec une évolution. Je partage assez volontiers ton avis, Alberto. Pour tout te dire, avant le live, j'étais en train de discuter avec quelqu'un et j'étais en train de dire que j'avais un peu de mal à me mettre dans le truc. Euh, je trouve l'œuvre intéressante. Je trouve l'œuvre euh, très, très... Enfin, comment dire? Je comprends en quoi elle est très importante dans l'histoire de la philosophie, par exemple.
Donc vraiment, je vois en quoi elle a de l'impact, en quoi elle est intéressante, en quoi elle peut apporter quelque chose. Ceci dit, c'est vrai que c'est ça, comme tu le dis, ça touche beaucoup de sujets. On n'a pas de fil conducteur parce que bah voilà, on est dans de la poésie, de la philosophie. Donc on va pas être sur un parcours classique de nouvelles ou de romans. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile de se rattacher à l'histoire, en fait, de se rattacher à un récit. Et puis il y a tellement de concepts, tellement d'idées, et des idées un petit peu alambiquées, enfin alambiquées, complexes, on va dire, avec des paraboles, avec des images et tout. Bref, en fait, je trouve que je suis pas encore à dire que c'est prise de tête, j'irai pas jusque-là, mais ça demande d'être bien focus, quoi. Je trouve que pour vraiment pleinement apprécier, faut être dans le mood, faut être décidé, faut être motivé, faut embarquer et savoir où on met les pieds, et puis après, faut être bien concentré, quoi. Donc c'est clair que je pense, c'est ce que je disais déjà la fois passée, il me semble, mais je pense qu'on peut, sans aucun doute, dire que c'est la lecture la plus compliquée que j'ai fait en live jusqu'à présent. Et des lectures en live, je crois que j'ai pas calculé récemment, mais je pense que je dois franchement approcher des 60. Donc voilà, c'est pas rien. C'est un beau titre que vient dénicher Nietzsche. Bref, je vous invite, malgré tout, puisque je n'ai pas l'intention d'abandonner cette lecture, à prendre place, à vaquer à vos occupations en toute quiétude tandis que vous m'écoutez. Je vous souhaite la bonne santé à tous, les amis. Et comme je le disais, j'ai pas prévu d'abandonner la lecture. Jusqu'à présent, dans l'histoire de ma chaîne, ça m'est arrivé une seule fois d'abandonner avant la fin. C'était Les Diaboliques de Barbé d'Aurevilly. C'était un texte que j'avais déjà lu au préalable dans le privé, que j'avais plutôt apprécié en plus, hein. Mais du coup, à la relecture, à l'oral avec vous, j'avais vraiment eu beaucoup de mal, j'avais trouvé ça très lourd. Et je m'étais arrêté à peu près à la moitié, il me semble. Et j'avais repris la lecture avec la deuxième moitié bien plus tard. Donc c'est un peu le seul échec, entre guillemets, que j'ai l'impression d'avoir vécu sur cette chaîne en termes de lecture, où je me suis dit, bon bah là je m'arrête, je peux plus, ça m'énerve. Il y a eu d'autres lectures qui ont été un petit peu difficiles. Je sais que vous avez été nombreux à bien apprécier Je suis un chat de Natsume Soseki. Moi, ça a été l'une de mes lectures les plus dures jusqu'à présent, où vraiment j'avais du mal, j'avais vraiment du mal. Et ça reste un peu un trauma comme ça dans mon esprit. Euh, mais voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a eu différentes expériences, on va dire, après toutes ces années de lecture, c'est normal. Il y a aussi deux cas très particuliers. Je vous en parle dans 3 secondes. Je n'abandonne pas non plus, tu le finiras aujourd'hui, c'est trop long. Alors, on est vraiment pas proche d'avoir fini, hein, je vous préviens. On est encore loin d'avoir fini. Là, je termine la deuxième partie. Il y en a en tout et pour tout 4. Donc ce soir, je finis à peu près la moitié. Parce que je crois que la troisième partie et la quatrième partie sont un peu plus longues, si je dis pas de conneries. Ouais, la quatrième est un chouïa plus longue. Donc en vrai, on peut considérer qu'on arrivera à la moitié de l'œuvre aujourd'hui. À peu près. Donc voilà, vous êtes prévenus. On est sur une moitié, ce qui signifie que j'aurais mis 4 lives pour lire la moitié, donc on peut assez raisonnablement penser que ça va encore me prendre 4 ou 5 lives. Donc a priori, on devrait avoir fini vendredi, mardi ou vendredi. Donc on devrait avoir fini dans 2 semaines, grosso modo. On devrait avoir fini dans 2 semaines. Et puis après, sur quoi je vais me tourner, ça va dépendre. On verra aussi à ce moment-là où est-ce qu'on arrive, parce il y aura la pause de Noël, enfin des fêtes de fin d'année. Ouais, je vous redirai quoi d'ici là. Je sais pas sur quoi on va enchaîner après Ainsi par les Zarathustra, parce que ça m'embêterait de commencer une lecture longue, de devoir l'interrompre par la pause des fêtes pour 2-3 semaines et de la reprendre après.
Donc du coup, je sais pas trop quelle pirouette je vais bien pouvoir faire pour que ce soit pas trop le bordel en fin d'année comme ça. On verra, je vais y réfléchir d'ici là. En tout cas, oui, je voulais vous parler de deux cas un petit peu particuliers qui sont Don Quichotte et l'Iliade. Je vous ai lu Don Quichotte de Cervantes, je vous ai lu l'Iliade d'Homère, et je vous ai dit que je lirais Don Quichotte tome 2 et que je lirais l'Odyssée un peu plus tard dans l'année, voire l'année suivante, je sais plus ce que je vous avais dit. Don Quichotte comme l'Iliade, ce sont deux textes que j'ai plutôt appréciés, mais deux textes qui sont vraiment, vraiment longs. Pour le coup, là, on est sur du 10 live facilement. Même bien plus que ça. Je crois que Don Quichotte, c'était quasiment 15 lives, un truc comme ça. Donc, ça commence à être les lectures qui deviennent presque pénibles par leur longueur, quoi. Parce qu'à la limite, le contenu me plaît plutôt. Mais c'est vrai que je dirais que à partir de 10 lives, allez, à partir de 12 lives, je trouve qu'on entre dans une lecture vraiment longue sur laquelle je commence à un peu peiner et pour laquelle j'aimerais bien qu'on s'arrête en fait. Qu'on s'arrête. C'est un peu un truc que j'ai vu comme ça au fur et à mesure des années. Alors après, il y a des exceptions. L'homme qui rit, c'était très très long et j'ai adoré. Dracula, Frankenstein, il me semble que c'était assez long aussi et j'ai vraiment bien kiffé. Mais bon, bref. En tout cas, Don Quichotte et l'Iliade, l'expérience a été que j'ai plutôt apprécié, mais j'ai trouvé ça très long. Et du coup, ça m'a un peu échaudé. Chat échaudé, n'est-ce pas? Du coup, j'étais un peu réticent à revenir faire la suite au final. Mais je vous l'avais promis. Et j'ai quand même envie de le découvrir, en fait. Donc, Don Quichotte, tome 2 et l'Odyssée d'Homère. Je vous promets pas que ce soit les prochaines lectures à venir prochainement, mais a priori, au moins l'un des deux, on en fera la lecture en 2023. Ça, je peux quasiment vous le garantir. J'étais en train de me dire, vu qu'on a commencé à faire de la lecture de théâtre récemment avec Macbeth, peut-être qu'en fin d'année, pour terminer l'année, je vous ferai que des lives de lecture de théâtre. Pourquoi pas? Ce serait une option. Ce serait une option pour remplir les trous, entre guillemets, et ne pas commencer une lecture trop longue. À voir. J'y réfléchirai et puis je vous mettrai au courant de toute manière. Bien, le temps défile, le temps défile. Je vous dis simplement que en cette fin d'année, peut-être vous allez revoir d'anciens concepts de ma chaîne revenir également, que ce soit des concepts d'improvisation, les lives de gaming, les lives de découverte de l'univers de League of Legends. Les lives de musique, ça serait plus compliqué à mettre en place pour le moment, mais peut-être. Il y avait quoi encore? Les lives à l'abordage. Enfin, de toute façon, j'ai fait trop de types de lives par le passé, on va dire. Donc, il y a plein de choses qui peuvent revenir. Je promets rien, mais il y a des choses qui peuvent revenir. Et encore une fois, peut-être que ça pourra faire du contenu. J'aime pas dire de remplissage, parce que voilà, c'est du contenu que je vais faire sérieusement et le mieux possible. Mais en tout cas, il y aura peut-être du contenu comme ça de fin d'année pour boucher les trous de la lecture, on va dire. Bien, j'ai trop bavardé dans cette intro. On va se lancer dans la lecture. On a 3 fois 11 pages à se lire, c'est quand même pas mal. Et pour le coup, je vous avoue que je suis assez impatient, malgré tout, de découvrir ce soir la suite de cette œuvre. Parce que, en lisant le sommaire, je me suis rendu compte que les titres des chants, chapitres, parties, je ne sais encore pas comment l'appeler, que nous allons lire ce soir, m'interpellaient pas mal. J'ai l'impression qu'on va passer sur des catégories de personnes, des, ouais, des catégories de personnes ou des thèmes un petit peu différents de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et du coup, j'étais vachement, comment dire, interloqué, intrigué. Et j'avais vachement envie de voir ce que ça allait donner, si ça allait changer un peu de ton, changer un petit peu d'idée. Bref, je suis curiosité. Allons-y. Je parle trop. Tu parles trop.
On devrait t'arracher la langue avec une grue. Si quelqu'un a la ref, il est très chaud. Allez, let's go. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente lecture, une excellente écoute, que vous me suiviez sur Twitch, Lulu, Alberto, merci d'être là, ou sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure. Je recheck ma page pour être sûr, oui c'est bien ça. Je vous dis à tout à l'heure pour la première pause de ce soir. Deuxième partie, suite. Des sublimes. Calme est le fond de la mer que je porte en moi. Qui pourrait soupçonner qu'elle recèle des monstres riants? Immuable est ma profondeur. Mais elle scintille d'énigmes et de rires flottants. J'ai vu aujourd'hui un homme sublime, solennel, un pénitent de l'esprit. Oh, que mon âme a ri de le voir si laid. Bombant le torse, pareil à ceux qui gonflent d'air leur poitrine, tel se présentait cet homme sublime, n'ouvrant pas la bouche. Orné de laide vérité, son butin de chasse et couvert de vêtements déchirés, il avait sur lui beaucoup d'épines, mais je ne vis pas une seule rose. Il n'a encore appris ni le rire ni la beauté. C'est d'un air sombre qu'il est revenu des forêts de la connaissance, ce chasseur. Il revient de lutter contre des bêtes fauves, mais sa gravité même trahit encore un fauve et mal dompté. Il ressemble encore au tigre prêt à bondir. Mais je n'aime point ces âmes tendues, tous ces refoulés me répugnent. Et vous me dites, amis, que des goûts et des couleurs il ne faut point débattre. Mais toute vie n'est qu'une querelle au sujet des goûts et des couleurs. Le goût, c'est à la fois le poids, la balance et le peseur. Et malheur à tout vivant qui voudrait vivre sans querelle au sujet des poids, de la balance et de la pesée. S'il se lassait de sa sublimité, cet homme sublime, il commencerait alors à embellir. Je pourrais le goûter et lui trouver de la saveur. Ce n'est que lorsqu'il se détournera de lui-même qu'il pourra d'un bond sauter hors de son ombre et en vérité s'élancer d'un bond dans son soleil. Il n'a que trop longtemps séjourné à l'ombre, ce pénitent de l'esprit. Ses joues ont pâli, et dans son attente il a failli mourir d'inanition. Il y a encore du mépris dans son regard, et un pli de dégoût au coin de sa lèvre. Il est au repos à présent, mais il ne s'est pas encore allongé au soleil. Il devrait faire comme le taureau, et son bonheur devrait sentir la terre et non le mépris de la terre. Je voudrais le voir pareil au taureau blanc qui souffle et mugit devant la charrue, et son meuglement devrait être la louange des choses terrestres. Son visage est encore sombre. L'ombre de sa main se joue sur son visage. La pensée, dans ses yeux, est encore mêlée d'ombre. Son action même jette une ombre sur lui. La main jette une ombre sur celui qui agit. Il ne domine pas encore son acte. J'aime sa nuque de taureau, mais je voudrais lui voir aussi le regard de l'ange. Il faut encore qu'il se défasse de son vouloir héroïque. Je veux qu'il se sente porté sur la hauteur et pas seulement sublime. L'éther même devrait le porter, l'éther allégé de tout vouloir. Il a dompté des fauves, déchiffré des énigmes. Il faudrait encore qu'il devînt le rédempteur de ces monstres et de ces énigmes, qu'il en fît des enfants du ciel. Sa connaissance n'a pas encore appris à sourire sans rien jalouser. Sa passion débordante ne s'est pas encore apaisée dans la beauté. En vérité, ce n'est pas dans la satiété que son désir devrait s'abîmer en silence, c'est dans la beauté. La grâce fait partie de la magnanimité des magnanimes. Un bras négligemment rejeté en arrière par-dessus la tête, voilà comment devrait reposer le héros, dominant jusqu'à son repos. Mais c'est précisément au héros qu'il est le plus difficile d'atteindre au beau. Le beau se dérobe à tout vouloir violent. Une nuance de plus ou de moins, ici c'est beaucoup, ici c'est l'essentiel. Gardez les muscles détendus et la volonté dételée, rien ne vous est plus difficile, à vous, homme sublime. Quand la puissance se fait clémente et condescend au visible, j'appelle beauté cette condescendance. Il n'est personne de qui j'exige autant la beauté que de toi, ô puissant, et la bonté devra être ton triomphe dernier. Je te sais capable de tout le mal possible. C'est pourquoi j'exige de toi le bien. En vérité, j'ai souvent ri des débiles qui se croient bons parce qu'ils ont les mains gourdes. Tu devrais rivaliser en vertu avec la colonne. Plus elle s'élève, plus elle s'embellit et s'affine, tout en devenant au dedans plus résistante et plus dure.
Certes, homme sublime, un jour tu seras beau, et tu tendras un miroir à ta propre beauté. Alors ton âme frémira de désirs divins, et dans ta vanité même il y aura de l'adoration. Car c'est ici le secret de l'âme. Quand le héros l'a quittée, alors seulement elle voit s'approcher d'elle en rêve le sur-héros. Ainsi parlait Zarathustra. Du pays de la culture. Mon essor m'avait emporté trop loin dans l'avenir. Un frisson d'horreur me saisit. Et ayant jeté les yeux autour de moi, voici, je vis que je n'avais plus d'autre compagnon que le temps. Je revins alors en arrière, vers mon pays, volant à tire-d'aile, me hâtant de plus en plus. C'est ainsi que j'arrivai chez vous, homme d'aujourd'hui, au pays de la culture. Pour la première fois, je vous accordais un regard et un préjugé favorables. En vérité, c'est la nostalgie au cœur qui m'a mené vers vous. Mais que m'est-il advenu? J'avais beau avoir peur, je pouvais m'empêcher de rire. Jamais mes yeux n'avaient vu pareil babillage. Pardon, complètement trompé. Jamais mes yeux n'avaient vu pareil bariolage. Je riais sans pouvoir m'arrêter, tandis que les jambes me manquaient, et le cœur aussi. C'est ici, en vérité, la patrie de tous les pots de couleurs, pensai-je. Le visage et les membres enluminés de 50 couleurs différentes, tels vous m'apparaissiez, à ma stupeur, homme d'à présent, et entourés de 50 miroirs qui flattaient vos chatoiements en les reflétant. En vérité, vous ne sauriez porter de meilleur masque que vos propres visages, hommes d'à présent. Qui donc pourrez-vous reconnaître? Tout gribouillé des hiéroglyphes du passé, ces signes eux-mêmes barbouillés de signes nouveaux, vous avez bien réussi à vous mettre à l'abri de tous les augures. Et fût-on celui qui sonde les cœurs et les reins, à qui feriez-vous croire que vous avez des reins? Vous paraissez pétri de couleurs et de bouts de papier colorés, collés ensemble. À travers vos voiles, nous voyons transparaître le bariolage de tous les temps et de tous les peuples. Toutes les coutumes et toutes les croyances s'expriment en tohu-bohu par vos gestes. Si l'on vous dépouillait de vos voiles, de vos draperies, de vos couleurs, de votre mimique, il vous resterait à peine de quoi épouvanter les oiseaux. En vérité, je suis moi-même cet oiseau épouvanté qui vous a vu nu et sans phare, et je me suis enfui en voyant votre squelette me faire des signes d'amitié. Plutôt encore être tâcheron aux enfers auprès des ombres du passé. Les ombres des enfers sont plus grasses et plus pleines que vous. Ce qui est amer à mes entrailles, c'est que je ne vous supporte ni nu ni vêtu, homme d'à présent. Toutes les menaces de l'avenir et tout ce qui a jamais pu épouvanter des oiseaux égarés est encore plus rassurant et plus familier que votre réalité. Car votre prétention est de dire « Nous sommes entièrement attachés au réel, purs de toute croyance et de toute superstition », et de vous rengorger, bien que vous n'ayez guère de gorge. Comment pourriez-vous croire, en effet, sous vos bigarrures, vous qui n'êtes que les enluminures de tout ce qu'on n'a jamais cru? Vous êtes la réfutation ambulante de la foi, la dislocation de toutes les pensées. Indigne de croire, telle est l'épithète que je vous donne, ô réaliste. Tous les rêves et tout le verbiage des siècles argumentent l'un contre l'autre dans vos esprits, et les rêves et le verbiage des siècles étaient encore plus près du réel que toute votre lucidité. Vous êtes stérile, c'est pourquoi vous manquez de foi. Mais tous ceux qui sont nés créateurs ont toujours eu des rêves prophétiques et su lire des présages dans les étoiles. Ils ont eu foi dans la foi. Vous êtes des portes entrebâillées, au seuil desquelles le fossoyeur est en attente. Et voici votre réalité. Tout mérite de périr. Hélas, vous voilà devant moi stérile, avec vos côtes décharnées, et plus d'un d'entre vous a même eu un soupçon de cette vérité. Et il s'est dit, un dieu a dû, tandis que je dormais, me dérober quelque chose. En vérité, juste de quoi se fabriquer une petite femme. C'est étrange comme je me sens dépourvu de côte. Ainsi s'est exprimé déjà tel ou tel de ces hommes d'à présent. Certes, vous me faites rire, homme d'aujourd'hui, et surtout quand vous êtes là à vous ébahir de vous-même. Et malheur à moi si je ne pouvais rire de votre ébahissement, et s'il me fallait avaler la liqueur nauséabonde de vos coupes. Mais vous ne me pèserez sans doute guère, à moi qui ai tant de choses lourdes à porter. Et que m'importe que scarabées et moucherons viennent s'ajouter à mon fardeau. En vérité, il n'en pèsera pas plus lourd.
Et ce n'est pas de vous, homme d'à présent, que me viendra la grande lassitude. Hélas, où pourrais-je encore monter dans ma nostalgie? Du haut de tous les sommets, je cherche du regard le pays de mes pères et de mes mères. Mais je n'ai trouvé de patrie nulle part. Je ne suis jamais qu'un passant dans toutes les villes et en partance sur tous les seuils. Ils me sont étrangers, ils me sont une dérision, ces hommes d'à présent vers qui mon cœur naguère m'appelait. Et je suis banni de toutes les patries, des pays des pères et des mères. Je n'aimerais donc plus que le pays de mes enfants, l'île inconnue au cœur des mers lointaines. C'est sur elle que je mettrai le cap, sans me lasser. Je réparerai dans la personne de mes enfants le fait d'avoir été l'enfant de mes pères, et je dédommagerai tout l'avenir de ceux présents. Ainsi parlait Zarathustra. De l'immaculée connaissance. Hier, quand la lune s'est levée, j'ai cru qu'elle allait mettre au monde un soleil, tant elle s'étalait large et mûre à l'horizon. Mais cette grossesse était mensongère, et je croirais plutôt à l'homme dans la lune qu'à la femme. Sans doute, il n'est guère homme non plus, ce noctambule peureux. En vérité, c'est sa mauvaise conscience qu'il promène sur les toits. Car c'est un moine qui vit dans la lune, un moine libidineux et jaloux, qui convoite la terre et toutes les joies des amants. Non, je ne l'aime pas, ce chat en maraude sur les toits. J'ai horreur de tous ceux qui rôdent autour des fenêtres mi-closes. Il se promène de son pas fourré et silencieux sur des tapis d'étoiles, mais je n'aime pas chez l'homme ces pas feutrés que n'accompagne aucun cliquetis d'éperons. Le pas de l'honnête homme parle, mais le chat se faufile sans bruit sur le sol. Or la lune approche à pas feutrés, comme un chat, et sans franchise. Cette parabole, je vous la dédie, hypocrites sentimentaux, à vous, les purs chercheurs de la connaissance. Moi, je vous appelle libidineux. Vous aussi, vous aimez la terre et les choses terrestres, je vous ai bien deviné. Mais votre amour se mêle de honte et de mauvaise conscience. Vous ressemblez à la lune. On a persuadé à votre esprit qu'il fallait mépriser la terre, mais on n'a pas converti vos entrailles. Or, c'est elle ce qu'il y a de plus puissant en vous. Et maintenant votre esprit a honte de faire ce que commandent vos entrailles, et pour se dérober à sa honte, il prend des chemins détournés et mensongers. Et voici ce que dit votre esprit menteur. L'idéal, à mon avis, ce serait de regarder la vie sans aucun désir, et non en tirant la langue comme un chien. Ce serait d'être heureux dans la contemplation pure, étranger aux prises et à l'avidité de l'égoïsme, d'être froid et gris comme la cendre, des pieds à la tête, mais avec des yeux enivrés et lunaires. Ce que je préférerais, se suggère à lui-même l'esprit abusé, ce serait d'aimer la terre d'un amour lunaire, et de n'effleurer sa beauté que du regard. Et ce que j'appellerais l'immaculée connaissance de toutes choses, ce serait de ne rien demander aux choses, sinon de pouvoir leur présenter un miroir à 100 facettes. Oh, sentimentaux hypocrites! Oh, libidineux! Il vous manque l'innocence du désir, et c'est pourquoi vous en venez à calomnier le désir. En vérité, ce n'est pas en créateur, en procréateur, en ami du devenir que vous aimez la terre. Où y a-t-il de l'innocence? Là où il y a volonté d'engendrer. Et celui qui veut créer ce qui le dépasse est à mes yeux celui dont le vouloir est le plus pur. Où y a-t-il de la beauté? Là où tout mon vouloir m'oblige à vouloir, où je veux aimer et périr afin qu'une certaine image ne demeure pas uniquement une image. Aimer et périr, depuis des éternités les deux mots vont ensemble. Volonté d'amour, c'est là être volontaire même pour la mort. Voilà ce que j'ai à vous dire, pleutre que vous êtes. Et pour comble, voici que vos louches regards de castrat prétendent être de la contemplation. Et ce qui s'abandonne aux attouchements des yeux lâches, c'est là ce qui devrait être baptisé beau? Ô profanateur des mots nobles! Mais votre châtiment, esprits immaculés, purs chercheurs de la connaissance, c'est que vous n'enfanterez jamais, si ample, si mûr que vous vous étaliez sur l'horizon. En vérité, vous avez toujours de grands mots à la bouche. Vous voulez nous faire croire que vous avez le cœur débordant, ô menteur. Je me contente, quant à moi, de mots humbles, méprisés, tordus. Je ramasse volontiers ce qui tombe de votre table pendant vos repas. Je peux tout de même vous dire la vérité, hypocrite. Avec mes arêtes, mes coquilles et mes piquants, je peux, hypocrite, vous piquer le nez. L'air est toujours empesté autour de vous et de vos repas, car vos pensées impures, vos mensonges,
et vos cachotteries contaminent l'atmosphère. Osez donc un peu croire à vous-même et à ce que vous avez dans le ventre. Quand on ne croit pas en soi-même, on ment. Vous vous couvrez à vos propres yeux du masque d'un dieu, les purs, et chez vous, le ver le plus affreux se dissimule sous le masque d'un dieu. En vérité, vous êtes capable de faire illusion, ô contemplatifs. Zarathustra lui aussi a été dupe autrefois de vos pelages divins. Il ne devinait pas de quel horrible nœud de vipère ils étaient habités. J'ai cru autrefois voir une âme divine se jouer dans vos jeux, chercheurs de la connaissance pure. Jadis, je ne connaissais pas d'art supérieur à vos artifices. La distance me cachait l'ordure et la puanteur du serpent, et cette ruse du lézard qui se faufilait là, en quête de plaisir. Mais je vous ai approché, et la lumière s'est faite, comme elle se fait pour vous à présent. Alors s'en fut fait des amours lunaires. Voyez cet air penaud et blême que prend la lune devant l'aurore. Car voici déjà l'astre rayonnant qui paraît. Son amour se porte sur la terre. L'amour du soleil est toujours innocence et désir créateur. Regardez-le, qui accourt impatient d'au-delà des mers. Ne sentez-vous pas la soif et la laine brûlante de son amour? Il veut boire la mer et en aspirer jusqu'à lui toute la profondeur, et le désir de la mer érige vers lui ses mille seins. Elle veut être baisée et aspirée par la soif du soleil. Elle veut devenir brise et hauteur et sentier de lumière, et lumière elle-même. En vérité, c'est d'un amour solaire que j'aime la vie, et toutes les mers profondes. Et voici en quoi consiste pour moi la connaissance, à aspirer toute profondeur, jusqu'à ma propre hauteur. Ainsi parlait Zarathustra. Des érudits. Tandis que je dormais, un mouton vint brouter la couronne de lierre sur ma tête, et tout en broutant, il disait « Zarathustra n'est plus un érudit ». Ayant ainsi parlé, il s'en alla tout bouffi d'orgueil. Un enfant me l'a raconté. J'aime bien venir m'allonger ici, où les enfants jouent, le long du mur lézardé, parmi les chardons et les coquelicots rouges. Pour les enfants et aussi pour les chardons et les coquelicots rouges, je suis encore un érudit. Ils sont innocents, jusque dans leur méchanceté. Mais pour les moutons, je ne le suis plus, c'est mon lot, et je le bénis. Car à la vérité, j'ai quitté de moi-même la demeure des érudits, et en claquant la porte. Mon âme a trop longtemps jeûné à leur table. Je ne suis pas fait comme eux pour grignoter la connaissance comme on casse des noix. J'aime la liberté, et le vent qui court sur la glèbe fraîche. J'aime encore mieux faire ma couche sur des peaux de bœufs que sur leurs honneurs et leur dignité. Je suis trop ardent, trop brûlé par mes propres pensées. Souvent j'en perds le souffle. Il me faut alors aller au grand air, loin de toutes les chambres poussiéreuses. Mais eux sont assis au frais sous l'ombre fraîche. Ils ne veulent jamais être que spectateurs et se gardent d'aller s'asseoir sur les degrés brûlés par le soleil. Pareils à ceux qui s'arrêtent dans la rue et bouche bée regardent les passants, ils sont là qui attendent tes regards de bouche bée les pensées que d'autres ont inventées. Dès qu'on les secoue, ils laissent échapper, malgré eux, un nuage de poussière, comme font les sacs de farine. Mais comment reconnaître dans cette poussière le grain et la félicité dorée des champs estivaux? Lorsqu'ils se croient sages, je suis horripilé par leurs sentences mesquines, leurs petites vérités. Leur sagesse a souvent une odeur de marécage, et, en vérité, j'y ai discerné plus d'une fois le coassement de la grenouille. Ils sont habiles, ils ont des doigts experts. Que peut ma simplicité contre leur complexité? Leurs doigts s'entendent à toutes les façons d'enfiler, de nouer et de tisser les fils. Ils tricotent les bas de l'esprit. Ce sont de bons mouvements d'horlogerie, pourvu qu'on ait soin de les remonter. Alors ils indiquent l'heure sans se tromper, tout en faisant entendre un modeste ronron. Ils travaillent à la manière des moulins et des pilons. Confiez-leur votre grain, ils sauront bien le moudre menu et le réduire en blanche poussière. Ils se surveillent mutuellement et n'ont pas trop confiance les uns dans les autres. Inventifs en petite astuce, ils guettent ceux dont la science est boiteuse. Ils sont comme des araignées à l'affût. Je les ai toujours vus préparer avec soin le poison et enfiler pour cela des gants de verre. Ils savent aussi jouer avec des dés pipés, et je les ai vus jouer avec une telle ardeur
qu'ils ruisselaient de sueur. Je n'ai rien de commun avec eux. Leurs vertus me répugnent encore plus que leur fausseté et leur dépipé. Et quand je vivais parmi eux, je demeurais à l'étage au-dessus d'eux. C'est pour cela qu'ils m'en veulent. Ils veulent ignorer qu'il y a quelqu'un qui marche au-dessus de leur tête. Aussi ont-ils accumulé du bois, de la terre et des immondices entre leurs têtes et moi. De la sorte, ils ont étouffé le bruit de mes pas, et jusqu'à présent personne ne m'a aussi mal entendu que les érudits. Ils ont placé entre eux et moi toutes les fautes et toutes les faiblesses humaines. C'est ce qu'ils appellent dans leur demeure un faux plancher. Mais, malgré tout, mes pensées se meuvent au-dessus de leur tête, et même si je me faisais porter par mes propres défauts, je me trouverais encore au-dessus de leur tête. Car les hommes ne sont pas égaux, et ce que je veux, ceux-là n'ont pas le droit de le vouloir. Ainsi parlait Zarathustra. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir. On se marque une courte pause. Ok. Bon. Comme quoi, parfois, ça fait du bien de se mettre dans un nouveau mindset, de remettre les pendules à zéro. Normalement, on dit de remettre les compteurs à zéro, ouais. Bref, mais là, je suis entré dans la discussion, je suis entré dans la lecture en vous disant que j'avais un peu du mal, que je savais pas si j'avais vraiment la foi de lire ce soir parce que c'est une lecture difficile, etc., etc. Et là, j'ai eu un peu plus de plaisir quand même pour le moment. Euh, En fait, c'est ça le truc, c'est que globalement, ça reste une lecture très intéressante. Et globalement, je trouve que c'est, encore une fois, je le souligne, parce que le travail de traduction a dû être un enfer. Traduire de la poésie et de la philosophie, c'est ultra dur. Donc là, vraiment, je trouve que ça a été fait magistralement par Geneviève Blanc. Pardon, je veux pas écorcher. Geneviève Bianchi. Vraiment, la traduction est super bonne parce que le texte est fluide, le texte est agréable à dire. Et s'il est fluide et agréable à dire, c'est que le côté poésie, forcément, qui se perd avec la traduction un petit peu. Parce que voilà, bah, quand on écrit de la poésie, ça ne sonne que dans sa langue natale, j'ai envie de dire. Mais quand même, il y a encore quelque chose d'un petit peu restitué, il y a encore un petit peu de l'esthétique de la poésie. Et ça se sent dans le fait que voilà, le texte soit plaisant à dire pour moi, le texte est fluide, il est agréable à prononcer. Donc voilà, tout ça, ça reste. Et ça fait que la lecture est quand même très très cool, ne serait-ce que pour ce point-là. Après, concernant le contenu, concernant davantage le fond que la forme, c'est là où vraiment il y a un ticket d'entrée, comme je vous disais l'autre fois, je trouve. C'est un peu difficile, c'est un peu difficile à s'y confronter. Et voilà, c'est un contenu un peu lourd, un petit peu touffu. Et c'est pas évident de s'en dépêtrer, on va dire. Mais je trouvais que c'était peut-être un petit peu plus accessible ce soir pour le moment, en tout cas. Et puis encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est que les thèmes qui arrivent pour la soirée d'aujourd'hui sont un petit peu différents de ce qu'on a vu jusqu'à présent, je trouve. Et c'est du coup assez intéressant parce que on va dire que par exemple, il y a eu beaucoup de critiques sur des religieux ou ce genre de choses. On va dire que c'est quelque chose auquel on peut être peut-être un peu plus habitué, je dirais. Alors que là, on a eu des sublimes, du pays de la culture, de l'immaculée connaissance, des érudits. Donc pour le moment, on a eu 4 thèmes qui parlaient avec des mots plutôt connotés positivement. Genre le sublime, par exemple, voilà, c'est plutôt connoté positivement. La connaissance, c'est plutôt positif. La culture, les érudits, on aurait plutôt tendance à se dire que voilà, c'est du côté de valeurs positives, de valeurs
tenus en haute estime. Et du coup, là, je trouve ça plus intéressant, peut-être parce qu'on a un, un discours un peu plus marginal, un peu plus inédit, bah voilà, de Nietzsche, de Zarathustra, du narrateur, qui, euh, qui même sur ces thèmes-là, va aller chercher et va dire, non, vous les érudits, vous faites ci, ça de mal. Non, vous, les sublimes, vous faites ci et ça et c'est pas bien. Non, aujourd'hui, tous les hommes sont dans l'excès de connaissances et de la connaissance inutile, etc. Et n'ont pas une bonne, comment dire, une bonne démarche envers la connaissance. Donc, je trouve que là, c'est peut-être des arguments un peu plus à contre-pied ou à contre-courant de ce dont on peut avoir l'habitude. Et du coup, je trouve que ça, voilà, en tout cas, personnellement, c'est revenu me choper. Là, ça renouvelle un petit peu mon intérêt pour l'œuvre là. Et du coup, je suis encore plus curieux de découvrir ce qu'il va dire pour la suite des thèmes évoqués parce que moi, j'ai déjà lu la liste des thèmes de la deuxième partie. Et je me dis qu'il reste encore quelques trucs qui pourront peut-être être un petit peu étonnants. Donc ouais, franchement, ça me plaît bien. Je vois par contre que le live est déjà bien avancé et la lecture étant encore une fois assez longue, on a fait un tout petit tiers de ce que je veux vous lire ce soir. Je pense que je vais reprendre tout de suite. De toute façon, j'ai pas envie de faire des pauses à rallonge si j'ai pas forcément des choses à dire, donc autant se relancer. Je pense que ça devrait aller pour ma voix. J'ai peur en ce moment, je vous avoue, parce que ça fait à peu près 3 ou 4 lives de lecture qu'avant de lancer le live dans l'après-midi, j'ai mal à la gorge et je pense que c'est vraiment parce qu'il y a des fluctuations de température de l'apocalypse et qu'en ce moment il commence à faire bien froid. Donc ouais, j'ai peur de tomber malade et que ça me ruine mes lives de lecture, mais bref, pour le moment ça va. Donc on se replonge dans la lecture sans plus tarder. Hop, et je vous souhaite de nouveau une bonne écoute au live et à la rediffusion. A tout à l'heure pour la dernière pause de ce soir. Deuxième partie, suite. Des poètes. Depuis que je connais mieux le corps, disait Zarathustra à l'un de ses disciples, l'esprit n'est plus pour moi qu'une métaphore, et d'une façon générale, l'éternel n'est aussi qu'image. Je te l'ai déjà entendu dire, répondit le disciple, et tu ajoutais alors, mais les poètes mentent trop. Pourquoi disais-tu donc que les poètes mentent trop? Pourquoi? Dit Zarathustra. Tu le demandes. Je ne suis pas de ceux à qui l'on demande leur raison. Mon expérience date-t-elle d'hier? Il y a longtemps que j'ai éprouvé les fondements de mes opinions. Me faudrait-il traîner à ma suite une mémoire pleine comme une outre, afin d'avoir toujours toutes mes raisons sous la main? C'est déjà trop que j'ai à garder toutes mes opinions, et plus d'un de mes oiseaux s'envole. Et de temps à autre, je trouve aussi dans mon colombier un oiseau réfugié qui m'est inconnu, et qui tressaille quand je pose la main sur lui. Qu'est-ce donc que Zarathustra t'a dit autrefois? Que les poètes mentent trop? Pourtant Zarathustra est poète lui-même. Crois-tu maintenant qu'il est dit ici la vérité? Pourquoi le crois-tu? Le disciple répondit, je crois en Zarathustra. Mais Zarathustra secoua la tête en souriant. Je ne connais pas la foi qui sauve, dit-il, surtout si c'est la foi en moi. Mais à supposer que quelqu'un dise sérieusement que les poètes mentent trop, il aurait raison. Nous mentons trop. Nous savons trop peu et nous sommes incapables d'apprendre. Aussi sommes-nous bien forcés de mentir. Et lequel d'entre nous, poètes, n'aurait jamais falsifié son vin? On a préparé dans nos caves plus d'une mixture vénéneuse, on y a perpétré des choses innommables. Et comme notre science est courte, nous chérissons les pauvres en esprit, surtout quand ce sont de petites jeunes femmes. Et nous sommes curieux même de ce que les vieilles femmes se racontent le soir, c'est ce que nous appelons l'éternel féminin en nous. Et comme s'il y avait un accès secret et particulier au savoir,
un chemin qui s'effondre sur ceux qui apprennent, nous croyons au peuple et à ce que nous appelons la sagesse populaire. Or, tous les poètes croient qu'il suffit d'aller se coucher sur l'herbe au versant d'un coteau solitaire et de prêter l'oreille pour saisir quelque chose de ce qui se passe entre ciel et terre. Et dès qu'il leur vient des émotions tendres, les poètes pensent que la nature est amoureuse d'eux et qu'elle s'approche d'eux en tapinois pour leur chuchoter de secrets à l'oreille et des flatteries caressantes. C'est de cela qu'ils se vantent et se glorifient devant tous les mortels. Hélas, il y a tant de choses entre ciel et terre que les poètes sont seuls à avoir rêvé. Et plus encore au-dessus du ciel, car les dieux sont tous des tours poétiques, des ruses de poètes. En vérité, nous rêvons toujours du royaume des nuées. Nous y installons nos baudruches bigarrées que nous appelons dieux et surhumains. Ils sont de substance assez légère pour occuper de pareils sièges, tous ces dieux et ces surhumains. Oh, que je suis las de toute cette insuffisance qui veut faire l'importante à tout prix. Oh, que je suis las de tous les poètes. Entendant Zarathustra s'exprimer ainsi, son disciple s'en indigna, mais garda le silence. Et Zarathustra demeura lui aussi silencieux, et son regard semblait s'être tourné vers le dedans, comme s'il apercevait des perspectives lointaines. Enfin il soupira et reprit haleine. « Je suis d'aujourd'hui et de naguère, dit-il, mais j'ai quelque chose en moi qui est de demain et d'après-demain, et de plus tard. Je suis là des poètes, tant anciens que modernes, tous sont superficiels, ce sont des mers sans profondeur. Leur pensée n'a pas plongé assez avant, aussi leur sentiment n'est-il pas descendu jusqu'aux abîmes. Un peu de volupté et un peu d'ennui, c'est encore ce qu'il y a de mieux dans leur méditation. La mélopée de leur lyre n'a pas plus de réalité que le passage furtif de fantômes hurlant, de fantômes chuchotants. Qu'ont-ils entendu jusqu'à présent, à la ferveur musicale? Et puis, je ne les trouve pas assez propres. Ils troublent tous leur eau pour la faire paraître profonde. Ils aiment à se faire passer pour médiateurs, mais à mes yeux, ils restent des entremetteurs, des tripoteurs et de malpropres faiseurs de compromis. Hélas, il est vrai que j'ai un jour jeté mon filet dans leur mer, espérant y prendre de beaux poissons, mais je n'en ai retiré que la tête de quelque dieu ancien. Ainsi la mer m'a offert une pierre pour ma faim, et eux-mêmes sont peut-être nés de la mer. Certes, on trouve des perles en eux, ils n'en sont que plus semblables à des huîtres à la dure coquille. Et au lieu d'âme, j'ai souvent trouvé en eux un flocon d'écume salée. Ils ont aussi pris à la mer sa vanité. La mer n'est-elle pas le plus vaniteux de tous les pans? Fût-ce pour le buffle le plus laid, elle fait la roue, elle ne se lasse jamais de jouer avec l'argent et la soie de son éventail de dentelle. Le buffle la contemple d'un air buté, l'âme proche du sable, plus encore du fourré, plus encore du marécage. Que lui importe la beauté de la mer et ses grâces de pan? Cette parabole, je la dédie aux poètes. En vérité, leur esprit est le pan entre tous les pans, une véritable mer de vanité. L'esprit du poète a besoin de spectateurs, fussent-ils des buffles. Mais je me suis dégoûté de ce genre d'esprit, et je prévois qu'il se dégoûtera aussi de lui-même. J'ai déjà vu les poètes se transformer, je les ai vus tourner vers eux-mêmes leur propre regard. J'ai vu venir les pénitents de l'esprit. C'est parmi les poètes qu'ils étaient nés. Ainsi parlait Zarathustra. De grands événements. Il est une île en mer, non loin des îles fortunées de Zarathustra, sur laquelle fume perpétuellement une montagne incandescente. Et le peuple, surtout les vieilles bonnes femmes parmi le peuple, disent que l'île est posée comme un bloc de rocher devant la porte de l'enfer, mais que les 3 sentiers qui mènent à cette porte d'enfer traversent le mont de feu. Or, à l'époque où Zarathustra séjournait aux îles fortunées, il advint qu'un vaisseau jeta l'ancre sur l'île où se trouve le mont de feu, et l'équipage descendit à terre pour chasser le lapin. Mais vers midi, comme le capitaine et ses gens se trouvaient de nouveau réunis, ils virent tout à coup un homme traverser l'air en venant vers eux, et une voix prononça distinctement ces mots. « Il est temps, il est grand temps !» Et quand la vision fut tout près d'eux, mais elle s'éloigna très vite, pareille à une ombre dans la direction du volcan, ils reconnurent avec la plus grande consternation que c'était Zarathustra en personne, car tous l'avaient déjà rencontré, excepté le capitaine. Et ils l'aimaient comme le peuple s'est aimé,
en mêlant par parties égales l'amour et la crainte. Voyez donc, dit le vieux timonier, voilà Zarathustra qui s'en va en enfer. Vers le même temps où ces matelots abordaient dans l'île fumante, le bruit avait couru que Zarathustra avait disparu. Et quand on interrogea ses amis, ils racontèrent qu'il était parti de nuit en bateau sans dire où il voulait aller. Il y eut donc de l'inquiétude. Mais au bout de 3 jours, le récit des matelots vint aggraver cette inquiétude, et tout le monde dans le peuple disait que le diable avait emporté Zarathustra. Ses disciples, il est vrai, ne firent que rire de ces racontars, et l'un d'eux alla jusqu'à dire « Je croirais plutôt encore que c'est Zarathustra qui a emporté le diable. » Mais au fond de l'âme, ils étaient tous inquiets et soucieux. Aussi leur joie fut grande quand au 5e jour, Zarathustra reparut parmi eux. Et voici quel fut l'entretien de Zarathustra avec le chien de feu. La terre, dit-il, a une peau, et cette peau a des maladies. L'une de ces maladies, par exemple, s'appelle l'homme. Et une autre de ces maladies s'appelle chien de feu. Les hommes ont raconté ou laissé dire beaucoup de mensonges sur son compte. C'est pour scruter ce mystère que j'ai passé la mer, et j'ai vu la vérité toute nue, ma foi, pieds nus jusqu'au cou. En ce qui concerne le chien de feu, je suis au clair à présent, et de même au sujet de tous ces autres démons de la subversion et de la lie, dont les vieilles bonnes femmes ne sont pas seules à avoir peur. Sors de ton antre, chien de feu, me suis-je écrié, et avoue quelle est la profondeur de ton abîme. D'où tires-tu ce que tu éructes avec fureur? Tu bois abondamment de l'eau de la mer, c'est de là que te vient le sel de ta faconde. En vérité, pour un chien des profondeurs, tu te nourris d'une eau bien superficielle. Je te tiens tout au plus pour le ventriloque de la terre, et chaque fois que j'ai entendu parler des démons de la subversion et de la lie, je les ai trouvés pareils à toi, salés, menteurs et plats. Vous vous entendez à hurler et à jeter de la poudre aux yeux. Vous êtes les plus grands vantards qui soient, et vous connaissez à fond l'art de mettre la fange en ébullition. Où que vous soyez, il y a toujours de la fange, et beaucoup de matière spongieuse, caverneuse, comprimée, qui cherchent à se libérer. Liberté, c'est le mot que vous aimez hurler entre tous. Mais j'ai cessé de croire aux grands événements qui s'accompagnent de hurlements et de fumée. Et crois-moi, je t'en prie, cher vacarme d'enfer, les plus grands événements, ce ne sont pas nos heures les plus bruyantes, mais les heures du plus grand silence. Ce n'est pas autour des inventeurs de vacarmes nouveaux, c'est autour des inventeurs de valeurs nouvelles qui gravitent le monde. Ils gravitent en silence. Et tu peux bien l'avouer. Une fois dissipé ton vacarme et ta fumée, on s'aperçoit toujours qu'il n'est pas arrivé grand-chose. Qu'importe qu'une ville ait été momifiée ou qu'une statue gise renversée dans la fange. Et quant aux démolisseurs de statues, voici ce que je te dirai d'eux. Il n'y a pas pire folie que de jeter du sel dans la mer et des statues dans la fange. La statue gît dans la fange de votre mépris, mais sa loi veut justement qu'elle renaisse de votre mépris plus vivante et plus belle. Elle se relèvera plus divine, plus séduisante d'avoir souffert, et en vérité, elle vous rendra grâce de l'avoir jetée par terre, briseur de statues. Mais voici le conseil que je donne aux rois, aux églises, et à tout ce qui est affaibli par l'âge et pauvre en vertu. Faites-vous renverser, afin que vous reveniez à la vie, et que la vertu vous revienne. Voilà ce que je dis au chien de feu. Alors, il m'interrompit en grommelant, et demanda « L'Église, qu'est-ce que cela ?» L'Église, répondis-je, c'est une manière d'État, et la plus mensongère de toutes. Mais tais-toi donc, chien hypocrite, tu connais mieux que personne ton espèce. L'État est comme toi un chien hypocrite. Comme toi, il prodigue les hurlements et la fumée, afin de faire croire, comme toi, que sa voix sort des entrailles mêmes des choses. Car il veut à tout prix être l'animal le plus important sur terre, cet État, et il parvient à leur faire croire. Et il parvient à le faire croire. Quand j'eus ainsi parlé, le chien de feu se démena comme fou de jalousie. Quoi, s'écria-t-il, l'animal le plus important sur terre, et il réussit à le faire croire. Et il sortit de sa gueule tant de vapeurs et de si horribles cris que je crus qu'il allait étouffer de colère et de dépit. Enfin il se calma, et cessa de halter. Mais dès qu'il se fut apaisé, je lui dis en souriant « Tu te fâches, chien de feu, c'est donc que j'ai raison contre toi. Et pour que je garde sur toi cet avantage, laisse-moi te parler d'un autre chien de feu dont le langage vient vraiment du cœur de la terre.
Son haleine est dorée, c'est une pluie d'or, elle vient de son cœur. Que lui importe ta cendre et ta fumée, et ta bave cuisante? Le rire voltige autour de lui comme une nuée diaprée. Il dédaigne tes gargouillements, tes crachats et le grondement de tes entrailles. Mais son or et son rire lui viennent du cœur même de la terre, car sache-le, le cœur de la terre est d'or. Quand le chien de feu entendit ces paroles, il ne supporta plus de m'écouter davantage. Tout honteux, il mit la queue entre ses jambes, et dit d'un air penaud « Ouah, ouah !» puis alla se blottir dans son antre. Tel fut le récit de Zarathustra. Mais à peine si ses disciples l'écoutèrent, si grande était leur impatience de lui parler des matelots, des lapins et de l'homme volant. « Que dois-je penser de cette histoire » dit Zarathustra. « Suis-je donc un fantôme ? Sans doute était-ce mon ombre. Vous avez déjà entendu parler du voyageur et de son ombre ? Une chose est certaine, il faut que je songe à la tenir de plus court. Elle finira par me gâter ma réputation. » Et Zarathustra de hocher la tête, tout en s'étonnant. « Que faut-il penser de tout cela » répéta-t-il. « Pourquoi ce fantôme criait-il ? Il est temps, il est grand temps. De quoi peut-il être grand temps ?» Ainsi parlait Zarathustra. Le prophète. Et je vis une grande tristesse se répandre sur tous les hommes. Les meilleurs se lassèrent de leurs travaux. Une doctrine se répandit, traînant une croyance à sa suite. Tout est vain, tout est égal, tout est révolu. Et de toutes les collines l'écho répétait, tout est vain, tout est égal, tout est révolu. Nous avons récolté, mais pourquoi tous nos fruits ont-ils pourri et jauni? Quelle est cette influence tombée la nuit dernière d'une mauvaise lune? Notre labeur fut inutile, notre vin s'est tourné en poison, le mauvais œil a brûlé et rôti nos champs et nos cœurs. Nous sommes tous desséchés, et si le feu tombe sur nous, nous nous en irons en poussière, nous avons lassé le feu même. Toutes nos sources sont taries, la mer elle-même a reculé. Le sol se dérobe, mais la mer refuse de nous engloutir. Hélas, où y a-t-il encore une mer où se noyer? Telle est notre lamentation au long des plats marécages. En vérité, nous sommes déjà trop là pour mourir. Nous continuons à veiller et à vivre dans des chambres sépulcrales. Zarathustra entendit un prophète qui parlait ainsi, et cette lamentation lui alla au cœur et altéra son humeur. Il s'en allait triste et las, et il devint semblable à ceux dont le prophète avait parlé. « En vérité, dit-il à ses disciples, nous allons maintenant entrer dans un long crépuscule. Hélas, comment arriverai-je à sauver jusqu'au matin ma lumière? Pourvu qu'elle ne s'éteigne pas dans la tristesse ambiante. Elle est destinée à éclairer des mondes plus lointains et des nuits plus lointaines encore. » Zarathustra tournait et retournait ses soucis dans son cœur, et 3 jours durant il ne mangea ni ne but, ne prit aucun repos, et en perdit la parole. Enfin il tomba dans un sommeil profond. Mais ses disciples le veillèrent pendant les longues nuits, et attendirent avec inquiétude qu'il s'éveillât, et leur parla de nouveau, et se guérit de sa mélancolie. Or voici le discours que Zarathustra prononça à son réveil. Il semblait à ses disciples que sa voix leur parvenait d'une lointaine distance. « Écoutez quel fut mon rêve, amis, et aidez-moi à en deviner le sens. Ce rêve est encore une énigme pour moi. Il retient en lui son sens caché, au lieu de le laisser librement prendre l'essor au-dessus de lui à tire-d'aile. J'avais renoncé la vie, voilà ce que j'ai rêvé. J'étais devenu veilleur de nuit, veilleur de tombes en montagne, dans le château de la mort. Je veillais là-haut ces cercueils, les sombres souterrains étaient pleins de pareils trophées. Du fond de ces cercueils de verre, la vie vaincue fixait sur moi son regard. Je respirais l'odeur d'éternité poudreuse, mon âme gisait lourde et empoussiérée. Et qui aurait pu, en un lieu pareil, aérer son âme? La clarté de minuit m'environnait sans cesse. La solitude était accroupie auprès d'elle, et, troisième compagnon, le silence râlant de la mort, la plus méchante des amies. Je portais des clés, rouillées entre toutes les clés. Je savais m'en servir pour ouvrir une porte, grinçante entre toutes les portes. Quand s'ébranlaient les vantaux de la porte, un croassement lugubre et sinistre se répercutait au long des galeries.
oiseau criant avec répugnance, car il n'aimait point qu'on l'éveillât. Mais plus effroyable encore, et plus pesant, était le silence, qui se reformait sitôt que ce cri s'était tu, et que je me retrouvais seul dans cet affreux silence. Ainsi je sentais le temps passer et traîner, si toutefois le temps existait encore, qu'en pouvais-je savoir? Mais il survint enfin une chose qui m'éveilla. Par 3 fois, des coups résonnèrent à la porte avec un bruit de tonnerre. Les voûtes retentirent et hurlèrent par 3 fois, et j'allai vers la porte. Alpa, criai-je, qui donc porte ses cendres à la montagne? Alpa, Alpa, qui donc porte ses cendres à la montagne? Et je fis tourner la clé et pousser la porte à grand effort, mais elle ne s'ouvrit même pas d'une largeur de doigt. Alors un vent mugissant, sifflant, strident, coupant, entr'ouvrit soudain les vantaux et lança sur moi un cercueil noir. Et parmi les mugissements, les sifflements et les cris aigus, le cercueil éclata et vomit d'innombrables rires. Et je vis des milliers de visages d'enfants, d'anges, de hiboux, de fous et de papillons aussi grands que des enfants qui riaient, raillaient et m'injuriaient. Affreusement effrayé, je tombai à terre, et je criai de terreur comme jamais je n'ai crié. Mais mon propre cri me réveilla, et je revins à moi. C'est ainsi que Zarathustra raconta son rêve, après quoi il se tut, car il ne savait comment interpréter ce songe. Mais le disciple qu'il aimait entre tous se leva vivement, saisit la main de Zarathustra, et dit « Ta vie elle-même nous donne le sens de ce rêve, ô Zarathustra. N'es-tu pas ce vent âpre qui siffle et enfonce les portes des châteaux de la mort? N'es-tu pas ce cercueil, plein des méchancetés bariolées et des mous angéliques de la vie? En vérité, c'est pareil au rire d'une multitude d'enfants que Zarathustra pénètre dans toutes les chambres mortuaires, se riant des veilleurs de nuit, des veilleurs de tombe, et de tous ceux qui font cliqueter de sinistres clés. Tu les mettras en fuite, tu les terrasseras tous par ton rire. Leur pâmoison, puis leur réveil, témoigneront du pouvoir que tu as sur eux. Et même quand surviendront le long crépuscule et la mortelle lassitude, tu ne t'effaceras pas à notre ciel, intercesseur de la vie. Tu nous as fait voir des étoiles nouvelles et de nouvelles splendeurs nocturnes. En vérité, tu as déployé au-dessus de nos têtes le rire lui-même, ainsi qu'un pavillon bariolé. Désormais, un rire enfantin jaillira toujours des cercueils. Désormais, un vent fort secourra toute lassitude mortelle. Tu nous en es toi-même le garant et le prophète. En vérité, tu as rêvé tes ennemis eux-mêmes, et ce fut le pire de tes rêves. Mais de même que tu t'es réveillé d'eux en revenant à toi, ils se réveilleront d'eux-mêmes, et viendront à toi. » Ainsi parla le disciple, et tous les autres se pressant autour de Zarathustra lui prirent les mains, et voulurent le persuader de quitter sa couche et sa tristesse, et de revenir vers eux. Mais Zarathustra demeurait assis rigide sur sa couche, et son regard semblait absent. Il regardait ses disciples comme celui qui revient d'une longue absence et scrutait leur visage, et il n'arrivait point à les reconnaître. Mais quand ils le soulevèrent et le mirent sur ses pieds, voici que soudain son regard changea. Il comprit tout ce qui était advenu, se lissa la barbe, et dit d'une voix forte « Allons, tout cela est du passé maintenant. Mais faites en sorte, mes disciples, que nous ayons un bon repas et au plus tôt. Voilà comment j'entends faire pénitence pour mes mauvais rêves. Mais le prophète viendra boire et manger à mes côtés, et je suis bien sûr que je saurai lui indiquer une mer où il pourra se noyer. » Ainsi parlait Zarathustra. Mais là-dessus, il dévisagea longuement le disciple qui avait interprété son rêve, et il hochait la tête, ce faisant. Et je m'arrête là pour le moment, pour la lecture. On se marque une courte pause. Et du coup, merci d'être passé, Lulu. Je te souhaite une bonne écoute si tu regardes en rediffusion la suite. Ok, j'ai pas grand-chose, même vraiment rien du tout en fait, je trouve. Enfin, j'ai l'impression à dire sur les derniers chapitres qu'on vient de lire. Euh, je trouve que ça recommence à devenir peut-être un petit peu plus opaque, un petit peu plus difficile à comprendre. J'ai bien aimé
le passage sur les poètes, en cela que, encore une fois, c'était un petit peu étonnant. Mais c'est vrai que, ouais, il y a quand même, je sais pas, il y a quand même quelque chose dans ce texte que je trouve à la fois bien et à la fois un peu embêtant. C'est que c'est dit en des termes simples la plupart du temps. C'est exprimé dans des mots compréhensibles, avec des images, avec des petites scénettes, parce que ça arrive souvent qu'il y ait une petite mise en scène avec un personnage qui va faire l'interlocuteur de Zarathustra. Donc tout ça, ok, c'est sympathique, ça peut aider. Et à la fois, je trouve que c'est peut-être aussi ce qui participe à, à l'opacité, j'ai envie de dire, des propos. Et à quel point je trouve ça pas évident de comprendre quelle est la thèse philosophique de Nietzsche en fait au travers de ce texte. Ouais, j'ai l'impression qu'il faudrait tellement, j'ai l'impression qu'il faudrait décortiquer le texte quoi. J'ai l'impression qu'il faudrait décortiquer le texte, s'apesantir longuement, vraiment prendre le temps de lire mot par mot, chapitre par chapitre, page par page, bref. Et ouais, c'est quand même pas évident, quoi. C'est quand même pas évident. Je suis content de découvrir Nietzsche, je suis content de découvrir Ainsi parlait Zarathustra, mais je trouve ça vraiment pas facile d'accès, quoi. Et, euh, et j'ai du mal à me dire que je vais en retirer quelque chose de cette lecture. C'est-à-dire que je vais en retirer un goût, j'allais dire un goût ou un dégoût, mais c'est peut-être un peu fort. Je vais en retirer un goût plus ou moins prononcé pour Nietzsche, mais je sais pas si en termes philosophiques, je vais vraiment avoir des réflexions alimentées par la lecture. Parce qu'au final, je trouve ça vraiment difficile de se projeter dans ce que raconte Nietzsche et de saisir exactement quelle est sa thèse. Surtout qu'il a une manière de s'exprimer, je trouve. J'en ai déjà parlé dans les lives précédents, qui fait que Zarathustra, je trouve, à titre personnel, est un petit peu antipathique. Je trouve qu'on n'a pas envie de l'aimer. Euh, je trouve qu'il est un petit peu, il est un petit peu en mode, je déteste tout et tout le monde, et c'est moi qui a raison, et c'est moi qui ai la bonne version, et les autres sont cons. Enfin, je sais pas, il y a un petit peu un sentiment comme ça que j'ai personnellement. Alors peut-être que ça sera pas du tout perçu comme ça par d'autres personnes, mais c'est vrai que moi je le trouve un petit peu pédant, un petit peu condescendant. Et du coup, bah, ça m'aide pas à l'aimer le personnage. Et, euh, et forcément, quand on n'aime pas, j'ai envie de dire le personnage principal, mais ouais, le comment dire, pas le protagoniste, je trouve pas le terme, mais quand on n'apprécie pas trop la personne qui vient de parler de philosophie, c'est difficile d'adhérer à sa philosophie. C'est difficile de. Bon, après, il n'y a pas besoin d'adhérer ou pas adhérer, hein. On peut lire ça comme de la poésie et de la philosophie, on peut, enfin, même de tout, j'ai envie de dire, on peut s'y intéresser sans forcément adhérer. Mais c'est vrai que là, je sais pas, ça tend pas une main vers le lecteur, quoi. Ça tend pas une main vers le lecteur. C'est un peu comme si le bouquin, sur sa couverture, il y avait un gros fuck en mode laissez-moi tranquille, ne me touchez pas, quoi. Donc bon, c'est difficile. Alberto qui nous dit: je pense que justement c'est fait pour être lu morceau par morceau en lui défiant du temps pour l'analyse avant de continuer. Ouais, peut-être. Je sais pas trop. Encore une fois, je rappelle que le sous-titre de l'œuvre, c'est pour personne et pour tout le monde. Il me semble que c'était ça. Donc je sais pas trop dans quel état d'esprit a écrit enfin, Nietzsche a écrit ce texte. Mais ouais,
C'est une lecture vraiment qui me laisse un sentiment étrange. Je suis très très partagé. Il y a des choses que j'adore et il y a des choses où j'ai vraiment un, pas un blocage, mais des questionnements. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça étrange, étonnant. Je partage son avis, il ne cherche pas à nous convaincre, c'est genre j'ai raison, suivez-moi si vous voulez. Ouais, il y a un peu ce côté-là, ouais. Il y a un peu ce côté-là. Et bah alors on le voit en plus, enfin, encore une fois, même avec la dernière phrase de ce que je viens de lire, même ses disciples, il a des mauvais regards et tout, en mode t'as voulu interpréter le rêve que j'ai fait. Enfin, je sais pas, moi je trouve qu'il donne un petit peu l'impression comment on appelle ça? Du contestataire, quoi, du contestataire absolu. Le mec qui veut toujours être à contre-courant de l'autre, quoi. T'as un peu l'impression de ça. Et je trouve que c'est intéressant d'aller à contre-courant de l'autre pour, pour réfléchir. Mais si ça en devient un principe, genre faire l'avocat du diable, ça peut être ultra intéressant pour essayer de se mettre dans un autre point de vue que soi, dans un point de vue diamétralement opposé à soi et tout. Ça peut être intéressant d'adopter des points de vue divergents et tout ça. Mais là, j'ai l'impression, pour moi, ça fait presque enfantin quelque part, ce côté, ouais, j'ai l'impression que c'est presque un système de pensée, quoi. C'est presque systématique de je vais prendre le contre-courant et si on dit que un truc que je fais c'est bien, et ben je vais dire que c'est mal parce que l'inverse c'est forcément mieux. Bah, il y a un petit peu un truc comme ça, quoi. Hum, Remarquez que ce que je suis en train de dire, je pense que c'est un sentiment qui existe en chacun. Je pense qu'on a un peu tous cette manière de penser naturellement de se méfier, on va dire, comment dire, bah, de bien aimer contredire, quoi, de bien aimer contredire et de se méfier de ce qu'on nous raconte et de bien aimer à l'encontre, de bien aimer aller à l'encontre. Mais bon, là, je sais pas, je trouve ça étonnant, quelque part. Parce que pour le coup, je trouve pas que ce soit une manière de réfléchir très approfondie, très adulte, ou je sais pas. Donc du coup, je trouve ça étonnant de la part d'un mec qui est, enfin de la part de, en fait, je trouve ça étonnant avec ce que j'ai comme image de Nietzsche comme étant une figure ultra importante de la philosophie et ainsi de suite. Donc je sais pas. J'attends de voir la suite. Ça a mal vieilli aussi peut-être, nous dit Alberto. Ça, j'avoue que je saurais pas du tout dire pour le coup. Ouais. C'est une possibilité. Mais là, j'ai pas d'avis là-dessus. Bien, fort bien. Le live défile, défile, défile. C'est hallucinant comment ça prend du temps à lire Nietzsche, plus que ce que j'aurais cru. Mais bon, maintenant que j'ai commencé avec ce rythme de deux lives pour lire une partie, je vais continuer comme ça jusqu'au bout si j'y arrive. Du coup, on est reparti pour les 11 dernières pages de la deuxième partie, ce qui nous amènera à la troisième partie pour vendredi. Hop, je repasse sur le setup lecture. Je vous souhaite encore une fois une bonne écoute, la dernière fois pour ce soir. Et puis on est y part. Faut que je me motive là parce que quand même ça devient dur. Franchement, je vais pas vous mentir. Ça devient assez dur. Allez, allez, je suis chaud. Je suis dedans. À tout à l'heure pour l'outro. On est reparti. Deuxième partie, suite et fin. De la rédemption. Un jour que Zarathustra passait le grand pont, infirmes et mendiants l'entourèrent, et un bossu lui parla ainsi. Vois, Zarathustra, le peuple même s'instruit à t'écouter et commence à croire à tes paroles. Mais pour qu'il y croie tout à fait, une chose est encore nécessaire. Que tu nous convertisses, nous les infirmes. En voici un joli choix sous tes yeux,
et certes c'est une occasion qu'on peut saisir par plus d'un cheveu. Tu peux guérir des aveugles et faire marcher les paralytiques, et celui qui porte sur le dos plus que son compte, tu pourrais lui en prendre un peu. Voilà, ce me semble, la vraie manière de faire croire les infirmes en Zarathustra. » Mais Zarathustra répondit à ce discoureur: « Prendre au bossu sa bosse, c'est lui prendre son esprit, à ce que dit le peuple. Et quand on rend la vue à un aveugle, il voit trop de mal sur terre, et il maudit celui qui l'a guéri. Mais celui qui fait marcher un paralytique lui fait plus de mal encore, car à peine peut-il marcher qu'il se sauve, emportant tous ses vices avec lui. Voilà l'opinion du peuple au sujet des infirmes. Et pourquoi Zarathustra ne se laisserait-il pas instruire par le peuple, puisque le peuple se laisse instruire par Zarathustra? Mais depuis que je vis chez les hommes, c'est bien le dernier de mes soucis qu'il manque un œil à celui-ci, une oreille à celui-là, et la jambe à un tiers, et que d'autres aient perdu la langue, ou le nez, ou la tête. Je vois, et j'ai vu des horreurs pires, les unes dont je préférerais ne pas parler, et d'autres que je n'arrive même pas à passer sous silence. J'ai vu des hommes auxquels tout manque, à cela près qu'ils ont trop d'un seul membre, des hommes qui ne sont qu'un grand œil, ou qu'une grande gueule, ou qu'une large panse, ou quelque autre difformité. Je les appelle des infirmes à rebours. Et quand j'ai quitté ma solitude, et que j'ai pour la première fois franchi ce pont, je n'en pouvais croire mes yeux. Je regardais de ci de là, et je finis par dire: « Mais c'est une oreille aussi grande qu'un homme. » Mais en y regardant de plus près, voici que sous l'oreille s'agitait autre chose de pitoyablement menu, misérable et débile. Et en vérité, l'oreille énorme était posée sur une tige mince et courte, et cette tige était un homme. À l'aide d'une lunette, on pouvait même distinguer un petit visage jaloux et une petite âme boursouflée qui pendait au bout de la tige. Pourtant le peuple m'assura que cette oreille était non seulement un homme, mais un grand homme, un génie. Toutefois je n'ai jamais cru ce que le peuple dit des grands hommes, et je persistais à croire que c'était un infirme à rebours, avec trop peu de tout, et trop d'une seule chose. Quand Zarathustra eut ainsi parlé aux bossus, et à ceux dont il était l'organe et le porte-parole, il se tourna avec humeur vers ses disciples, et leur dit: « En vérité, mes amis, quand je passe parmi les hommes, je ne vois que débris et tronçons d'hommes. Le plus affreux à mes yeux, c'est que je trouve l'homme fracassé et épars comme sur un champ de carnage ou d'abattage. Et mon regard a beau se reporter du présent au passé, partout il ne retrouve que débris, tronçons, hasards horribles, et nulle part des hommes. Le présent et le passé de cette terre, hélas, mes amis, c'est pour moi le plus intolérable, et je ne pourrais vivre si je n'étais aussi le voyant de ce qui viendra. Le voyant, le voulant, le créateur, l'avenir et le pont qui mène à cet avenir, hélas, l'infirme aussi qui se tient à l'entrée du pont, Zarathustra et tout cela. Et vous aussi, vous vous demandez souvent: Zarathustra, qu'est-il pour nous? Comment le désignerons-nous? Et comme moi, vous ne vous répondez qu'en vous posant des questions nouvelles. Est-il promesse ou accomplissement, usurpateur ou héritier, automne ou soc de charrue, médecin ou convalescent? Est-il poète ou véridique, libérateur ou dompteur, bon ou méchant? Je passe parmi les hommes comme parmi des fragments d'avenir, de cet avenir dont j'ai la vision. Et tout mon rêve et tout mon effort, c'est de réunir et d'assembler en un tout ce qui n'est que débris, énigmes et horribles hasards. Et comment supporterais-je d'être homme, si l'homme n'était aussi poète et déchiffreur d'énigmes et rédempteur du hasard? Délivrer les hommes passés, et qu'au lieu de dire « cela fut », on dise « c'est ce que j'ai voulu », voilà ce que j'appellerais la rédemption. Le vouloir, tel est le nom du Rédempteur, du messager de joie. C'est là ce que je vous ai enseigné, mes amis. Mais apprenez ceci encore, le vouloir lui-même est captif. Vouloir est délivrance, mais comment s'appelle ce qui m'est offert le libérateur lui-même? C'est passé, c'est un fait. Parole qui remplit de contrition et de douleur le vouloir en sa solitude. Impuissant contre tout ce qui est révolu, il regarde avec hostilité tout le passé. Le vouloir ne peut rien sur ce qui est derrière lui. Ne pouvoir détruire le temps ni l'avidité dévorante du temps, telle est la détresse la plus solitaire du vouloir. Vouloir et délivrance. Qu'est-ce que le vouloir invente pour s'affranchir de sa détresse et se rire de sa prison? Hélas, tout prisonnier devient folle. Follement aussi le vouloir captif se libère. Que le temps ne puisse revenir en arrière, c'est là son grief.
Ça, le fait accompli, ainsi nomme-t-on le roc qu'il ne peut déplacer. Alors il roule des blocs de dépit et de colère, et se venge de tout ce qui ne ressent pas comme lui dépit et colère. C'est ainsi que le vouloir libérateur se fait malfaiteur, et sur tout ce qui est apte à la souffrance, il se venge de ne pouvoir revenir en arrière. Car c'est là la vengeance même, le ressentiment du vouloir contre le temps, et son cela fut. En vérité, il y a une grande folie dans notre vouloir, et pour tous les humains c'est une malédiction que cette folie ait appris à devenir esprit. L'esprit de vengeance, telle est, ô mes amis, la forme supérieure de la réflexion chez l'homme jusqu'à ce jour, et où il y avait souffrance, on exigea que cette souffrance fût châtiment. Châtiment, tel est le nom que se donne la vengeance, mot menteur qui lui sert à feindre une bonne conscience. Et comme chez le voulant lui-même il y a douleur, parce qu'il ne peut revenir sur le passé, il a fallu que le vouloir lui-même et la vie entière apparussent comme un châtiment. Et dès lors, nuée sur nuée s'amoncelèrent sur l'esprit, jusqu'au jour où la folie finit par prêcher. Tout passe, c'est donc que tout a mérité de passer. Et c'est la justice même que cette loi du temps qui l'oblige à dévorer ses propres enfants. Ainsi prêcha la folie. Toutes choses sont réglées selon un ordre moral de l'égalité et de châtiment. Comment nous délivrer du flux incessant des choses et du châtiment qu'est l'existence? Ainsi prêchait la folie. Peut-il y avoir rédemption s'il existe un droit éternel? Hélas, nul ne pourra jamais rouler le roc du fait accompli. Toutes les peines de toute nécessité sont éternelles. Ainsi prêchait la folie. Aucune action ne peut être effacée. Comment le châtiment pourrait-il l'abolir? Voilà bien le caractère éternel de ce châtiment qu'est l'existence. L'existence ne peut être qu'une suite éternelle d'actes et de fautes, à moins que le vouloir ne finisse par se libérer, et que le vouloir ne devienne non-vouloir. Mais vous connaissez, mes frères, cette ritournelle de la déraison. Je vous ai détourné de cette ritournelle, en vous enseignant. Le vouloir est créateur. Tout ce qui fut n'est que fragment, énigme et horrible hasard, jusqu'au jour où le vouloir créateur déclare « Mais moi je l'ai voulu ainsi ». Jusqu'au jour où le vouloir créateur déclare « Mais je le veux ainsi, et je le voudrais ainsi ». Mais a-t-il jamais dit ces paroles? Et qu'en sera-ce? Le vouloir a-t-il déjà déposé le harnais de sa propre folie? Le vouloir est-il déjà devenu le rédempteur de soi-même, le messager de joie? A-t-il désappris l'esprit de vengeance et toute espèce de grincement de dents? Et qui donc lui a enseigné à se réconcilier avec le temps et à faire ce qui est plus haut que toute réconciliation? Ce que doit vouloir le vouloir, qui est vouloir de puissance, dépasse toute réconciliation. Mais comment en arrive-t-il là? Qui lui a enseigné à vouloir même le retour de ce qui fut? Mais arrivé à ce point de son discours, il advint que Zarathustra se tut brusquement et parut en proie à l'épouvante. Il posa sur ses disciples un regard effaré, qui perçait comme de flèches leurs pensées et arrière-pensées. Mais au bout d'un court instant, il se reprit à sourire et ajouta d'un ton rasséréné « S'il est difficile de vivre avec les hommes, c'est qu'il est difficile de se taire, surtout quand on est bavard. » Ainsi parlait Zarathustra. Mais le bossu avait écouté ses propos en se voilant la face. Toutefois, quand il entendit rire Zarathustra, il leva la tête d'un air curieux et dit lentement « Mais pourquoi Zarathustra nous parle-t-il autrement qu'à ses disciples ?» Zarathustra répondit « Qu'y a-t-il là d'étrange? Aux bossus il est bien permis de parler bossu. »« C'est bon, dit le bossu, et à ses élèves il est permis de trahir les secrets de l'école. Mais pourquoi Zarathustra parle-t-il autrement à ses disciples qu'à lui-même? » De la prudence avec les hommes. Ce n'est pas l'altitude, c'est la pente qui m'effraie. La pente d'où le regard se précipite vers les profondeurs, tandis que la main cherche à se raccrocher aux hauteurs. Et le cœur est pris de vertige en ce double vouloir. Hélas, amis, avez-vous bien deviné le double vouloir de mon cœur? Car, pour moi, le versant et le péril, c'est que mon regard se précipite vers les hauteurs, tandis que ma main cherche à se retenir et à s'appuyer aux profondeurs. Mon vouloir se cramponne à l'homme, je me lie de chaînes à l'homme, parce que je me sens entraîné vers le surhumain. C'est vers lui que tend mon autre vouloir. Et si je vis en aveugle chez les hommes, comme si je ne les connaissais point,
c'est afin que ma main ne perde pas toute confiance en un appui ferme. Homme, je ne vous connais pas. Cette obscurité et cette consolation m'enveloppent souvent. Je demeure assis sous le porche, offert à tous les fripons, et demandant qui veut me duper. Ma première prudence avec les hommes, c'est de me laisser duper et de ne pas me méfier des trompeurs. Hélas, si je me méfiais de l'homme, l'homme pourrait-il encore me servir d'encre pour retenir mon ballon? Trop aisément je me laisserais enlever bien haut, bien loin. La première prudence qui règle mon destin, c'est d'être nécessairement sans prudence. Et si l'on ne veut pas mourir de soif chez les hommes, il faut apprendre à boire à toutes les coupes. Et si l'on veut rester pur chez les hommes, il faut savoir se laver même avec de l'eau sale. Et voici l'exhortation que je me suis adressée à moi-même. Allons, courage, vieux cœur, un malheur t'est survenu, tire-en profit comme d'un bonheur. Mais voici ma seconde prudence humaine. Je ménage les vaniteux plus que les orgueilleux. La vanité blessée n'est-elle pas la mère de toutes les tragédies? Mais où il y a orgueil blessé, il n'est quelque chose de meilleur encore que l'orgueil. Pour que la vie soit bonne à voir, il faut qu'elle joue bien son jeu, mais il faut des bons acteurs. J'ai trouvé chez tous les vaniteux de bons acteurs. Ils jouent leur rôle et veulent qu'on ait plaisir à leur jeu. Ils mettent tout leur esprit dans ce vouloir. Ils se mettent en scène, ils s'inventent eux-mêmes. Devant eux, j'aime assister au spectacle de la vie. C'est une cure de la mélancolie. Aussi je ménage les vaniteux, parce qu'ils sont les médecins de ma tristesse, et m'attachent à l'homme comme à un spectacle. Et par surcroît, qui peut mesurer chez le vaniteux toute la profondeur de sa modestie? Je l'aime, et je le plains à cause de sa modestie. Il a besoin de vous pour apprendre à croire en soi. Il se repaît de vos regards, il vient manger sa louange dans vos mains. Il croit jusqu'à vos mensonges, quand vous lui mentez bien, car au fond de lui son cœur soupire. Que suis-je? Et si la vraie vertu est celle qui s'ignore, eh bien, le vaniteux ignore totalement sa propre modestie. Mais voici ma troisième prudence humaine. Je ne permets pas à votre pleutrerie de me gâter le spectacle des méchants. Je contemple avec ravissement les merveilles que fait éclore un soleil torride, tigres, palmiers et serpents à sonnettes. Mais chez les hommes aussi il y a de beaux produits d'un soleil torride, et des merveilles admirables chez les méchants. Sans doute, de même que vos sages insignes ne me paraissent pas si sages, j'ai trouvé aussi la méchanceté humaine inférieure à sa renommée. Et souvent je me suis demandé, en hochant la tête, pourquoi faire tinter ainsi vos sonnettes, serpents à sonnettes? En vérité, il y a pour le mal aussi des perspectives d'avenir. Et l'on n'a pas encore découvert la zone la plus torride de l'humanité. Que de choses passent dès maintenant pour la pire des méchancetés, et n'ont guère que 12 pieds de large et 3 mois de durée. Mais il naîtra un jour de plus énormes dragons. Car afin que le surhumain ait aussi son dragon, son surdragon digne de lui, il faudra que beaucoup de soleils torrides flambent sur la moiteur des forêts vierges. Il faudra d'abord que vos chats sauvages se changent en tigres, et vos crapauds venimeux en crocodiles, car à bon chasseur, bon gibier. Et en vérité, bons et justes, il y a chez vous bien des choses qui prêtent à rire, et d'abord votre effroi de ce qu'on a jusqu'à présent appelé le diable. Votre âme est si étrangère à toute grandeur que le surhumain vous effraierait par sa bonté. Et vous, sages et savants, vous fuiriez le brûlant soleil de la sagesse dans lequel le surhumain baigne voluptueusement sa nudité. Vous, les hommes les plus hauts que mon regard ait contemplés, mon doute à votre endroit, mon sourire sous cape, c'est que, je le devine, vous appelleriez mon surhumain diable. Hélas, je me suis lassé de ces hommes supérieurs, de ces meilleurs. Du haut de leur hauteur, j'ai aspiré à monter plus haut, à sortir, à m'éloigner, pour aller rejoindre le surhumain. Un frisson d'effroi m'a saisi en les voyant nus, ces meilleurs, et des ailes me sont poussées pour m'envoler vers les lointains futurs. Vers des futurs lointains, vers des midis plus méridionaux que ne les rêva jamais aucun sculpteur, lieux où les dieux auraient honte de tout vêtement. Mais vous, je veux vous voir costumés, vous, mes proches, mes congénères. Je veux vous voir parés, gonflés de vanité et de dignité dans votre rôle de bons et justes. Et moi-même, j'irai m'asseoir parmi vous, travesti, afin que nous soyons sûrs de vous méconnaître, vous et moi. Voilà ma dernière prudence avec les hommes.
Ainsi parlait Zarathustra. L'heure du suprême silence. Que m'est-il arrivé, ami? Vous me voyez troublé, entraîné malgré moi, docile malgré moi, prêt à m'éloigner, hélas, à m'éloigner de vous. Oui, une fois encore, il faut que Zarathustra rentre dans sa solitude. Mais c'est à contre-cœur cette fois que l'ours retourne à sa caverne. Que m'est-il advenu? Qui me donne cet ordre? Hélas, c'est ma souveraine irritée qui l'exige. Elle a parlé. Vous ai-je jamais dit son nom? Hier, vers le soir, l'heure du suprême silence m'a parlé. Tel est le nom de ma redoutable souveraine. Et voici ce qui s'est passé, car il me faut tout vous dire, de peur que votre cœur ne s'endurcisse contre celui qui vous quitte à l'improviste. Connaissez-vous l'effroi de celui qui s'endort? Il frémit jusqu'au bout des orteils, car il sent le sol se dérober sous lui, et le rêve commence. Je vous le dis en parabole. Hier, à l'heure du suprême silence, le sol a manqué sous mes pas. Mon rêve commençait. L'aiguille avançait, l'horloge de ma vie sembla suspendre son battement. Jamais je n'entendis silence pareil alentour, et mon cœur fut saisi d'épouvante. Car j'entendis comme un chuchotement qui me parlait sans voix, disant « Tu le sais, Zarathustra ». Et ce chuchotement m'arracha un cri de terreur, et le sang reflua de mon visage, mais je gardai le silence. Et quelque chose en moi chuchota de nouveau sans voix. « Tu le sais, Zarathustra, mais tu ne le dis pas. » Et je répondis enfin comme par bravade. « Oui, je le sais, mais je ne veux pas le dire. » Et de nouveau j'entendis ce chuchotement, inarticulé. « Tu ne veux pas, Zarathustra? Est-ce bien vrai? Ne te drape pas dans ton défi. » Et je me mis à pleurer, et à trembler comme un enfant, et je dis « Hélas, je voudrais bien, mais comment faire? De grâce, épargne-moi, c'est au-dessus de mes forces. » Et j'entendis de nouveau ce chuchotement inarticulé. « Qu'importe ta personne, Zarathustra, dis la parole que tu portes en toi, puis brise-toi. » Et je répondis « Hélas, est-elle bien à moi cette parole? Qui suis-je? J'attends un plus digne, je ne suis même pas digne d'être brisé par lui. » Et de nouveau cette voix inarticulée se fit entendre. « Qu'importe ce qui t'attend, je ne te trouve pas encore assez humble, rien de coriace comme le cuir de l'humilité. » Et je répondis « Que n'a-t-il pas déjà enduré ce cuir de mon humilité? J'habite au pied de ma propre cime. À quelle altitude s'élèvent mes cimes? Nul ne me l'a encore dit, mais je connais bien mes dépressions. » Et de nouveau, la voix inarticulée se fit entendre. « Ô Zarathustra, quand on est fait pour transporter des montagnes, on peut transporter aussi des vallées et des bas-fonds. » Et je répliquai, « Jamais encore ma parole n'a transporté de montagnes, et ce que j'ai dit n'a point atteint les hommes. J'ai eu beau aller vers les hommes, je n'ai pas encore réussi à les rejoindre. » Et de rechef, cette voix inarticulée me dit, « Qu'en sais-tu? La rosée tombe sur l'herbe dans le plus profond silence des nuits. » Et je répondis, « Ils se sont ris de moi quand j'ai trouvé et suivi ma propre voie, et en vérité mes jambes flageolaient sous moi. Aussi m'ont-ils dit, tu avais oublié le chemin, voici qu'à présent tu as oublié aussi de marcher. » Et de nouveau cette voix inarticulée me dit, « Que t'importe leur raillerie? Tu as désappris d'obéir, à présent il te faut commander. Ne sais-tu pas de qui le monde a besoin? De l'homme qui commande de grandes choses. Accomplir de grandes choses est difficile, mais le plus difficile, c'est de commander de grandes choses. Ta faute la plus impardonnable, c'est que tu as le pouvoir et que tu refuses de régner. » Et je répondis, « Il me manque, pour commander, la voix du lion. » Et de nouveau ce fut comme un chuchotement qui me parvint. Les paroles les plus silencieuses sont celles qui apportent la tempête. Les pensées portées sur des pattes de colombe mènent le monde. Ô Zarathustra, présente-toi comme l'ombre de celui qui doit venir, alors tu commanderas, et tu t'avanceras en maître. Et je répondis, « J'ai honte. » Alors de nouveau j'entendis ce murmure sans voix. « Il te faudra d'abord redevenir enfant, et perdre cette honte. Tu portes encore en toi l'orgueil de la jeunesse, tu n'es devenu jeune que sur le tard. Mais pour redevenir enfant, il te faudra encore triompher de ta jeunesse. »
et je réfléchis longuement, tout tremblant. Enfin je répétai ce que j'avais dit d'abord. Je ne veux pas. Ce fut alors autour de moi comme un éclat de rire. Hélas, ce rire me déchirait les entrailles et me perçait le cœur. Et pour la dernière fois, la voix me dit « Ô Zarathustra, tes fruits sont mûrs, mais toi, tu n'es pas mûr pour tes fruits. Rentre donc dans ta solitude, afin de t'y mortifier. » Et il y eut de nouveau comme un éclat de rire et un frôlement de fuite, puis tout redevint silencieux, d'un silence redoublé. Mais je gisais sur le sol, et la sueur ruisselait de mes membres. À présent vous savez tout, et pourquoi il me faut retourner à ma solitude. Je ne vous ai rien caché, ô mes amis, mais vous avez même appris de moi quel est malgré tout l'homme de tous le plus secret, et qui veut l'être. Ah, mes amis, il est encore une chose que je voudrais vous dire, une chose encore que je voudrais vous donner. Pourquoi ne vous la donnais-je pas? Serais-je avare? Mais quand Zarathustra eut dit ces paroles, il fut soudain en proie à la violence de sa douleur. À l'idée qu'il allait bientôt quitter ses amis, il se mit à sangloter tout haut, et nul ne parvenait à le consoler. Mais à la nuit, il s'éloigna seul, et laissa là ses amis. Et c'est la fin de la deuxième partie. Ce sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro du live. Pfiou. Bah là, par exemple, j'ai beaucoup apprécié la toute dernière partie que je vous ai lue. Là, on était beaucoup plus... Enfin, j'allais dire on est beaucoup plus dans la poésie que dans la philosophie. Il y a quand même un sous-texte philosophique intéressant, je trouve, et peut-être un peu plus accessible pour le coup. Mais surtout, je trouve qu'on était dans des images poétiques très belles. Et du coup, le dernier petit dialogue entre Zarathustra et une voix inarticulée, une voix chuchotante, etc., je l'ai beaucoup apprécié. Donc ce chant-là en particulier, j'ai trouvé très beau dans les images, dans la manière de parler et tout. Et de voir du coup que Zarathustra, qui paraît tout le temps comme tout puissant et un petit peu pédant et tout, comme je disais tout à l'heure, bah là on voit qu'il a des fêlures, on voit qu'il est un petit peu fragile et on voit que il a aussi des moments de doute et des moments de rejet de la tâche entre guillemets et de dire bah non je suis pas prêt, je peux pas et ainsi de suite. Donc très intéressant. Et j'aime bien aussi cette idée qui est évoquée du coup bah, d'avoir entre guillemets enfin la question soulevée de est-ce que avoir un pouvoir, est-ce que avoir les moyens de commander fait que tu es obligé de commander, fait que tu es obligé comment dire, de donner aux autres grâce à ton pouvoir, un truc comme ça. Enfin, c'est des questions sur la responsabilité, entre guillemets, qui sont intéressantes, je trouve. Moi, perso, j'ai mon avis, mais voilà, je vais pas forcément le communiquer. Mais, mais là, c'était bien mis en scène et c'était intéressant de voir justement, je trouve, cette ambivalence, pour le coup, de Zarathustra qui semble être fait pour commander et ainsi de suite, pour être le leader, parce que bah, il a aussi plein de disciples et de gens qui l'entourent, et de voir que lui ne se sent pas assez mûr et que lui a besoin de sa solitude et a besoin de se retrouver seul et de se recroqueviller sur lui-même et ainsi de suite. Je trouve ça assez intéressant et encore une fois ce discours sur la voix du lion et sur l'enfant, ça j'adore, j'adore. Le délire de dire qu'il faut qu'il redevienne un enfant et que pour redevenir un enfant il faut qu'il qu'il batte, je sais plus quel terme il emploie mais qu'il batte sa jeunesse entre guillemets. Ça, je trouve ça très cool, très bien vu. Ça fait écho forcément donc à l'image qu'on a eue plus tôt de l'enfant, du lion et du chameau dans un live précédent. Ouais, ça c'est une image pour le coup. C'est peut-être
C'est peut-être, voilà, tout à l'heure je disais, je ne sais pas si je vais retenir quelque chose du texte, je ne sais pas si je vais retirer une piste de réflexion ou quoi que ce soit. Ça sera une des idées que je vais emporter avec moi parce que c'est un truc qui m'a un peu plus parlé quand même et qui est un peu plus en adéquation avec ma manière de voir les choses. Donc ça trouve de la résonance en moi et j'arrive mieux à le saisir et à saisir ce qu'il veut dire. Donc ouais, non, c'était joli, c'était vraiment joli ce passage-là, j'ai bien apprécié. Bref, trêve de bavardage. Ça sera tout pour moi aujourd'hui. Je vais quitter parce que bah, j'ai pas envie de forcer trop sur ma voix. D'autant plus que on se revoit en live dès demain à 14 heures. Ça sera pour du gaming. Je sais pas si la rediffusion de demain sera en live sur. Pardon. Je ne sais pas si la rediffusion du live de demain sera sur YouTube. Ça va dépendre de est-ce que ça se passe bien ou est-ce que c'est un live complètement de réglage et de configuration. Auquel cas, ce serait pas très intéressant d'en mettre la rediff, je trouve. Sinon, pour ceux qui ne sont pas intéressés par le gaming, n'ayez crainte. La lecture se poursuit vendredi à 21 h avec la première moitié de la troisième partie cette fois-ci. J'imagine que Zarathustra va sortir de nouveau de sa solitude. Et puis d'ici là, bah, je vais vous remercier. Je vais vous remercier. Ah, merci à toi, Alberto, d'être passé, ça fait plaisir. Merci de m'avoir accompagné sur ce live. Si vous m'avez suivi sur YouTube, n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, un dislike selon votre appréciation de la lecture, à vous abonner à la chaîne. C'est important, ça m'aide beaucoup. Donc voilà, je ne le répéterai jamais assez. On est bon. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une excellente soirée, une excellente nuit. Et vous dire à la prochaine pour la prochaine partie de gaming ou la suite de la lecture. Bye bye.